casse, c'est lui. Bonjour. Donc voilà, Charles-Élie et Éric Poindron sont parmi nous pour vous parler poésie. Ils ont sorti tous les deux un livre récemment, La mécanique du ciel pour Charles-Élie, que voici, et Comment vivre en poète pour Éric, que vous pourrez retrouver après, le faire dédicacer. Donc je vais leur demander de nous en parler. Prochainement, on a le concours poésie et Éric en sera le président. Il vient d'être lauréat du prix Roland Topor, c'est ça ? Voilà. Et ce sera fêté le 15 avril sur France 3, Box, je ne sais plus ce que tu m'as dit. Culture Box et après le Culture journal. Box et après le journal, voilà. Bien, alors il y a d'autres micros là pour vous tous les deux. Asseyez-vous, je pense que ça va marcher comme ça. Donc, alors, je vais commencer par Charles-Élie, peut-être. 3-4, c'est 3-4, parti. c'est bon. Bonjour, messieurs, dames. Donc, tu viens Ça de va, sortir. bien manger à la cantine. Lui aussi. J'ai partagé. Voilà, il a bien mangé. On s'en est assuré. Poète, certes, homme d'abord. Donc, tous les textes que tu viens de sortir dans ce livre, ce sont des textes que tu ne chanteras jamais, en gros. Qui n'ont pas pour finalité d'être chantés. La différence des textes que j'écris pour des chansons et de ces textes-là, c'est en fait, j'allais presque dire, le temps de travail. Parce que quand j'écris pour des chansons, je reviens jusqu'à ce que les mots comme rebondissent sur la musique comme des galets sur l'eau. Donc quelquefois je reviens jusqu'à 15 ou 20 fois sur les chansons, les textes des chansons, alors que ces textes-là, c'est des textes qui ont été écrits en une, deux, mettons 3 réécritures pour certains, mais c'est plus comme utiliser les mots comme la peinture. La peinture, contrairement à l'illustration, dont on a une vision préconçue avant de la faire, peindre, ça naît d'une intention juste, d'une envie de raconter ce qu'on a à l'intérieur de soi, mais on ne sait pas exactement, quand on commence, à quoi on va aboutir. Quelquefois, les gens s'imaginent, eux, qu'on avait une vision préconçue de l'acte, mais non, ça c'est en université qu'on pense ça, mais dans la réalité des choses, une œuvre, elle naît uniquement de la pression qu'on a à l'intérieur de soi. C'est pour ça que j'ai souvent l'habitude de dire que l'art, c'est de l'énergie. Ce livre, ça ne se lit pas comme un roman ou comme une bande dessinée, même si je m'efforce de raconter des histoires ou de mettre en image les sentiments qui sont ceux que je ressens quand je les écris. Malgré tout, ce livre-là, il a plus... c'est un accompagnant, quoi. C'est un objet comme celui qui avait été pour moi le livre de l'intranquillité de Fernando Pessoa, par exemple, que j'ai eu à côté de mon lit pendant des années. J'y venais, j'y revenais, je lisais d'autres choses, et puis je revenais à ça, etc. etc. Et une œuvre d'art, en général, ça naît de presque rien. J'ai des carnets sur lesquels je note des tas de choses. La plupart de ces prises de notes, c'est comme des graines, ça ne devient rien. Et puis, il y en a qui tout d'un coup, prennent racine, elles se développent, et à partir soit d'un jeu de mots ou d'une idée qui me semble plus particulière, j'ai le sentiment qu'il faut que j'aille un peu plus loin, alors je reviens dessus, etc. etc. Mais ces poèmes-là, c'est plutôt ces textes poétiques, parce qu'il y en a qui sont en vers, il y en a qui sont en prose, c'est des
des écrits qui se font, encore une fois, presque d'instinct, quoi, d'impulsion. Et c'est en ça qu'ils n'ont pas pour finalité forcément d'être visités ou revisités comme les textes d'une chanson. Dans une chanson, chaque mot, enfin, moi c'est comme ça que je l'aborde, hein, chaque mot veut dire quelque chose, fait appel à quelque chose, les rimes se répondent l'une par rapport à l'autre, enfin, et comme je sais que les mots vont être réutilisés s'il s'avère que par chance la chanson trouve un écho auprès du public, donc qu'elle soit amenée à la chanter plusieurs fois. Il y a certaines de ces chansons que j'ai chantées. J'ai fait peut-être 1800 concerts, 1900, j'en sais rien. Et la prochaine tournée commence demain, d'ailleurs, à Audincourt. Une tournée qui va m'amener sur la route pendant 1 an et demi. Et donc, au cours de ces spectacles, il y a des chansons que j'ai chantées des centaines et des centaines de fois. L'Avion sans aile, par exemple, L'Histoire du loup dans la bergerie, La balade du mois d'août 75, sont des chansons que les gens aiment entendre. Et donc, je l'ai dit et je l'ai redit. Donc, raison de plus pour que chacun des mots ait vraiment un sens. Alors que, encore une fois, dans le cadre de ces écrits poétiques, ça peut être simplement des pochades, et sans qu'il y ait forcément enfin, la musique des mots se suffit à elle-même, quoi. Et voilà, oui. Merci. Par exemple. Éric, toi qui poses la question, comment vivre en poète? D'abord, je vous dis, si Charlie lit, sauf s'il a envie de se lire, mais j'en lirai quand même parce que c'est important de. Enfin, si vous avez envie, je vous en lirai avec bonheur. Et alors, j'ajoute un petit quelque chose d'abord sur le travail de Charles Ely. Il l'a dit, ce sont des poèmes inchantables. Ça ne veut pas dire qu'ils ne prennent pas d'écho avec une musique, c'est qu'ils ne souhaitaient pas qu'il y ait de la musique, ça vous l'avez compris. Mais ce sont aussi des poèmes qui sont très photographiques, très polaroïdes, des instantanés. Ce sont des poèmes ou des textes poétiques qui sont aussi presque des courts-métrages, parce que ce sont souvent des poèmes ou des textes poétiques très narratifs qui racontent des histoires. Et enfin, ce sont des poèmes ou textes poétiques très crayonnés, parce que ça peut aussi ressembler à des carnets tirés d'une poche et puis crayonnés. Et à telle enseigne qu'il y a 2 semaines, je crois, nous étions à Arles, sur une grande scène comme ça, et chaque auteur devait choisir un texte qu'il aimait, et Charlie Couture avait choisi Motel Chronicle de Sam Shepard, des poèmes américains qu'il aime, évidemment, s'il ne les aurait pas choisis. Et la semaine passée, donc là, il y a 2 jours, nous étions non plus à Arles, mais à Bordeaux, et un copain achète son livre et dit « Ah là là, qu'est-ce que ça me fait penser à Motel Chronicle de Sam Shepard ». Voilà. Donc on est vraiment dans des veines, et les gens retrouvent cette veine qui est un texte, des fragments d'histoire, mais très narratifs. Voilà. Alors, pour répondre à la question, oui, comment vivre en poète, j'ai pas écrit un livre, pas un somme, hein, c'est pas, le titre est un peu provocateur, mais c'est aucunement un guide ou un vademecum ou une injonction à vivre en poète. C'est une réflexion sur qu'est-ce que la poésie, qu'est-ce qu'un poète aujourd'hui, et surtout dans cette salle, parce que je pense que beaucoup d'entre vous n'ont pas forcément le temps d'être poète, ou il y a peut-être d'autres chats à fouetter avant la poésie au ministère. Et bien que, puisque, comme Marc l'a rappelé, aujourd'hui il y a une rencontre autour de la poésie avec peut-être 2 poètes, et demain il y aura encore un dépouillement du Printemps des poètes et du concours de poésie du ministère des Finances et de l'Économie, et puis une remise des prix la semaine prochaine. Et tous les ministères, je pense, ne prennent pas autant de temps ou ne consacrent autant de place à la poésie. Donc, voilà. Donc comment vivre en poète, c'est simplement une réflexion sur qu'est-ce qu'un homme, qu'est-ce qu'un créateur, à quoi il sert, qu'est-ce qu'il apporte dans la société. Et encore une fois, dans des sociétés qui sont extrêmement violentes aujourd'hui, violentes économiquement évidemment, en tout premier lieu, pour des gens qui se posent des questions, c'est qu'est-ce que la poésie ou qu'est-ce que la création en général, qu'elle soit littéraire, picturale, photographique, peut apporter à l'homme. Voilà. Donc c'est pas
Je donne aucune leçon, je pose des questions. Je pose 300 questions auxquelles vous pouvez répondre, puisque je n'y réponds pas, mais j'apporte des pistes de réponses, des pistes de lecture, des propositions de poètes oubliés, des réponses absurdes à des questions cocasses ou des réponses poétiques à des questions absurdes. Enfin voilà, donc c'est une espèce de mal sans fond pour s'interroger, interroger les autres, ses proches, et puis revenir chaque jour. Oui, les mots, on les utilise d'une manière utile la plupart du temps, avec une certaine finalité. Si on demande passe-moi le sel, c'est parce qu'on a envie de se gouillauder en plus. Mais si on dit elle avait un regard de sel, ça, tout d'un coup les choses deviennent autres. Ben, le fait de la poésie, c'est juste ça. C'est juste le fait d'utiliser les mots, mais pas forcément pour ce qu'ils signifient, mais aussi par leur sonorité, par ce qu'ils évoquent, par ce qu'ils suggèrent, etc. Et alors c'est vrai qu'on est dans une société qui est une société extrêmement pragmatique et qui donne la raison absolument aux choses matérielles. Et pourtant, on a un cerveau qui est double, un cerveau gauche qui est effectivement a besoin de réponses et un cerveau droit, j'allais dire, qui a besoin de questions. Euh, et inventer des nouvelles questions, c'est tout aussi important qu'inventer des nouvelles réponses, puisque les nouvelles réponses ne dépendront que des nouvelles questions. Alors, je dis toujours, il y a une différence entre quelqu'un qui a une montre, les gens qui s'intéressent au mécanisme de la montre, au comment ça marche, ne sont pas forcément les gens qui sont intéressés à la notion du temps. Hein, quelle heure il est, les gens qui veulent savoir l'heure, ils se foutent quelquefois de savoir comment elle marche, leur montre. À l'inverse, il y a des gens qui s'intéressent à la mécanique de la montre. L'art, c'est un peu ça. C'est s'interroger, considérer que la question a autant d'importance que la réponse. C'est vrai qu'encore une fois, on a besoin et on se sent rassuré de se sentir défini par des choses qui sont précises. Et c'est vrai que depuis le XVe siècle, la science a pris le pouvoir sur les vérités, on va dire, religieuses. C'est-à-dire jusqu'à la Renaissance, qui détenait la vérité? C'était les prêtres. Et on croyait ou on ne croyait pas, la vérité, elle était celle des prêtres ou elle n'était pas. Après, à partir de la Renaissance, jusqu'à peu près à 911, enfin jusqu'aux années l'écroulement des tours, la vérité est devenue une vérité scientifique. Ce qui ose, ce qui arrive, je sais, et on peut démontrer les choses. Donc c'est ça qui est devenu la vérité. Aujourd'hui, on est dans un troisième monde qui est encore plus effrayant pour moi. C'est le monde de la vérité médiatique. C'est-à-dire que même si les choses sont fausses, du moment qu'elles ont été affirmées par les médias, elles deviennent vraies. Même si elles sont fausses, et même si aujourd'hui, scientifiquement parlant, on sait qu'elles sont fausses, parce qu'elles sont assénées et tout ça. Bref, la question de la poésie, c'est en fait la question de la relation que l'homme va avoir avec ce qui l'entoure. Poésie, je vous rappelle que ça vient du grec poéim, qui veut dire faire, agir. Être un poète, c'est pas un zozio perché sur une fleur et qui s'interroge exclusivement sur la perception sensible du monde. Non, c'est le fait d'agir, donner son avis, même si c'est aléatoire et subjectif. On n'a pas la finalité, quand on est poète, d'oser s'attaquer à l'objectivité, la fameuse objectivité. Non, on convient qu'on ait des particules en un ou deux mots, enfin c'est comme vous voulez, mais ça dépend des périodes de sa vie. C'est ça, on est en évolution. Et puis, alors ce qui est passionnant, je trouve, avec le livre d'Éric, puisque
j'en ai fait la préface, c'est que justement, il pose des questions qui font que finalement on croit qu'on a réponse à tout et en fait non. Et c'est joyeux. Voilà. Le fait d'être dans un univers d'inconnu, je trouve ça encore plus excitant que d'être dans un univers trop défini. Les univers trop définis, pour moi, c'est comme des labyrinthes de glace. Vous savez, on croit on rentre et puis en fait, on se cogne la tête contre les évidences. Donc voilà. Si vous voulez, je vous lis un petit morceau de Charlie, puis si vous voulez aussi, je vous poserai 2-3 questions sans réponse, mais avec des pistes de réponse. Voilà. Mais vous ne répondrez pas, vous répondrez après chez vous, garderez les questions en tête. Le livre de Charlie Lee, ce sont des textes qui vont de... Donc il a fait un choix parmi tant et tant de textes, peut-être 600 ou plus qu'il a d'avance. Il a décidé de ne pas les ordonner de manière chronologique. Donc ce n'est pas une rétrospective d'un bonhomme, c'est vraiment des instants de vie, des morceaux de papier griffonné tombé d'une poche. Alors là, je vais vous lire un petit texte que je trouve amusant. Alors certains sont beaux, tragiques, drôles, irrévérencieux, qui a été écrit à Nancy en 1979. Ça s'appelle Coiffeur. Les coiffeurs en herbe promènent leur élégance et leurs gestes délicats dans l'ambiance feutrée des salons carrelés. Faïence de France ou d'Italie, du Luxembourg ou d'Arménie, les coiffeurs vivent sur un nuage. Coiffeurs chéris qui adorent leur quartier et celles qui l'habitent. To be or not to be. Propre et sexy, jeune duc frimeur, le cul moulé dans des tissus nouveaux. Les coiffeurs visent le mieux. Peigne et ciseaux, pelle et râteau pour le meilleur du cheveu. Le mieux qu'un peu. Le mieux que rien, le mieux que tout. Ils rêvent d'excellence et répètent à l'envi. C'est parfait, hein, n'est-ce pas? En vous tendant un miroir. Flacon plastique, produits chimiques, drôle d'expérience de lavabo, mélange complexe au labo, gants en latex. Les coiffeurs mélangent les couleurs à la poudre d'ammoniac. Poirque, la boue, c'est de la merde. Poirque, les chauves. Poirque, la poussière et les pellicules. Les jeunes coiffeurs sont au parfum. Le petit doigt en l'air. Sentir bon. Bibi de cheveux, paille ou ficelle, tondre l'herbe et les joncs qui repoussent. Shampouiner la comtesse, fixer le diadème des marquises, sacré au gel et à la bombe lac, le roi des punks à la crête de coq. Une boucle rebelle, un épi qui dépasse. Écoutez ceux qui passent à table et ceux qui racontent leur vie, la tête à l'envers. Être coiffeur n'est pas facile. Oh là là, m'en parle pas, c'est dur, toute la journée debout. Non, c'est pas une vie, pas du tout. Pourtant, les coiffeurs ont le droit d'y croire, ils ont le pouvoir muet de Samson, sans le son, les coiffeurs. Ouais, ça, c'est une petite pochade qui, je ne sais pas pour ceux qui connaissent, que j'avais écrit dans une période où j'étais assez influencé par les écrits ironiques de Randy Newman, par exemple. J'avais écrit une chanson qui s'appelait Les Anglais en vacances. C'était un petit peu du même acabit, quoi. En fait, l'idée, c'est que le monde, il est pas... Il est ce qu'il est, mais c'est l'interprétation qu'on fait du monde qui fait comme on le reçoit. Pour ça, je parlais tout à l'heure des histoires de vérité. La vérité, c'est toujours, ça dépend d'un point de vue. Et il y a des choses qui sont vraies pour les uns et qui sont tout aussi vraies à l'inverse pour d'autres. Voilà, bon, bref. Quoi d'autre? On peut parler aussi de... Parce que je fais l'animation en même temps, enfin on l'a fait tous les trois, mais Charlie Lee est poète, mais depuis toujours, puisque le premier album de Charlie Lee, 1981, c'est Poème Rock, et il se revendique, enfin je ne sais pas si le mot est peut-être un peu fort, mais enfin il se considère ainsi poète, mais quand il peint, il est poète. Je ne sais pas si vous voyez, on voit son travail derrière qui doit défiler, sculpture. Ça, c'est surtout des sculptures. Je ne sais pas si il y a de la peinture qui... Les peintures, on n'a pas réussi. Ah bon, bon. Un peu, voilà. Donc il n'y aura pas de peinture. J'ai envie d'entendre le lien qui était fait entre tout ça et la poésie, justement. Bon, le lien que tu fais entre la poésie, la musique et la poésie. Je l'ai un peu évoqué tout à l'heure. Attends, comment c'est
Je me définis comme multiste. En fait, c'est une expression d'un poète italien qui s'appelle Mario Salis, qui disait: mais toi, Charles Lely, tu es multi-artiste, en vérité, tu es multiste. Bon, alors, donc, voilà, je suis multiste et je trouve que ça me ressemble bien. J'insiste sur le fait que c'est un peu comme les trois disciplines d'expression que je pratique, qui sont la musique, les arts visuels et l'écriture. Pour moi, elles ont toutes la même importance et pour moi le même engagement. Je compare ça à un triathlète qui se donne autant dans l'eau sur sa bicyclette et quand il court. Il n'y a pas. Alors, on va peut-être considérer qu'il y a des disciplines à travers dans laquelle il est plus à l'aise lui, mais en ce qui concerne l'engagement de l'athlète, entre guillemets, il est le même. Eh ben, pour moi, la relation que j'établis avec la création, c'est du même ordre. Je vous le disais tout à l'heure, une œuvre d'art, c'est avant tout de l'énergie. Combien elle vaut, ça, j'en sais rien. C'est pas de moi que ça dépend. Est-ce que les gens vont l'apprécier? Ça, j'en sais rien. Ça ne dépend pas de moi. Mais par contre, que je me mette à écrire ou que je me mette à faire de la musique, ça dépend de moi. Donc, la seule chose sur quoi je peux intervenir réellement, c'est de la relation que je vais avoir avec la création. Et que toute forme de création, d'œuvre, qu'elle soit complexe ou très volontairement simple, c'est l'artiste qui l'établit avec son propre geste. En l'occurrence, je compare la colombe de Picasso et le lièvre de Dürer, par exemple. Vous connaissez le lièvre de Dürer, qui est un lièvre accroché, et il a dessiné chaque poil de l'animal. Ça a dû lui prendre, on peut imaginer, peut-être 3 semaines pour faire tout ça. Et à l'inverse, la colombe de Picasso, il y en a un plein carnet, mais celle qu'on connaît a été faite en moins de 45 secondes. De même, Hokusai, qui a dessiné pendant une année une vague ou même une grenouille, etc. Tout ça pour arriver à un geste le plus rapide possible. Ce que je veux dire, c'est que la notion de finitude, à quel moment une œuvre est finie, elle dépend juste de l'artiste lui-même. La seule chose sur laquelle on peut réellement intervenir, c'est l'envie de faire les choses. Et toute forme d'œuvre d'art dépend de cette énergie-là. Et alors que, et c'était ce que j'avais commencé à dire tout à l'heure dans la montre, alors que les gens croient que c'est par le comment que ça se passe, alors qu'en fait le comment, c'est juste la conséquence. D'accord? Donc moi, il se trouve que j'ai été élevé dans une famille où la culture était quelque chose d'important. C'était pas une distraction, la culture. C'était de l'ordre de l'importance. Je pouvais être ce que je voulais du moment que je l'étais à fond. Donc j'ai commencé à écrire et j'ai continué. J'ai commencé la musique et j'ai continué. J'ai commencé à peindre et j'ai continué. C'est en ça que j'ai été autorisé, si je puis dire, à m'exprimer et à faire de ça une matière première, si vous voulez. Donc, en fait, comment ça va devenir soit une œuvre plastique, soit une poésie, soit une musique, ça, honnêtement, j'en sais rien. Aujourd'hui, j'ai 40 ans d'expérience dans les 3 domaines, donc j'ai acquis certaines aisances. Quand je me mets au piano, mes doigts filent, avant que je leur ai posé la question. Pareil, quand je me mets à écrire, blum, 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 j'ai la chance, avec l'expérience, d'avoir levé les barrières et d'avoir fait que je ne m'interroge pas avant de faire, mais que je me jette dessus. C'est un peu ça la réponse. Sous-entendu, pourquoi je vais faire des œuvres plastiques? Parce que je suis dans mon atelier, en gros, et que j'ai cette
cette envie d'essayer de me connaître mieux et d'aller voir ailleurs si j'y suis. Ou bien je vais m'interroger sur les mots et voilà. Mais c'est pas du tout... La grosse différence entre l'art et l'artisanat, ça c'est mon cheval de bataille, c'est la différence qui existe entre le conscient et l'inconscient. Hein, l'artisan est celui qui a une vision préconçue de son geste, comme un archer. Il connaît la finalité de son geste. Il choisit d'être près ou d'être loin de la cible. Il choisit son arc, il choisit ses flèches, mais dans tous les cas, il doit atteindre le cœur de sa cible. Il a donc une vision préconçue de ce qu'il cherche à atteindre. À l'inverse, un éclaireur va être quelqu'un qui part à l'instinct, à l'intuition, à cause du vol d'un oiseau, à cause d'une odeur, par un principe absurde de dire je prendrai toujours la troisième porte, le troisième chemin à droite, enfin j'en sais rien, ça c'est sa logique. Mais il va être mu par une intuition et non pas par une obligation. Voilà. Alors, moi, je suis plus un artiste parce que quand je commence, je ne sais pas exactement où je vais. Je me mettrai au piano et je vous chanterai une chanson tout à l'heure. Aujourd'hui, à cet instant précis, je ne sais absolument pas laquelle je vais vous jouer. Je n'ai pas prémédité le coup. Voilà. Et toi, Eric, ton lien avec, je sais que tu aimes bien les images aussi, enfin, Oui, tout ce qui est les œuvres picturales et autres. oui, je suis obsédé par les images, heureusement. Mais moi, je pense un peu comme Charlie Lee, on parle parfois ensemble, mais on parle aussi avec d'autres amis dans la salle de la technique. Vous le savez, si certains d'entre vous ont des expériences ou des apprentissages artistiques, à un moment, la technique, elle sert simplement à s'en affranchir pour aller où on veut, un peu de la manière dont Charlie parlait de l'éclaireur. L'éclaireur, il sera d'autant plus lucide ou d'autant plus en acuité s'il a une connaissance de cette fameuse météo, de ces fameux nuages, d'un sol, d'un sous-sol, d'une lecture géologique. Donc c'est assez intéressant. Et je voulais revenir sur ce que disait Charlie sur la poésie, donc ce mot mal défini, mal dégrossi, puisqu'il n'y en a évidemment pas de définition. Mais il faut absolument mettre de côté, on le verra d'ailleurs demain sur le concours de poésie, j'ai regardé les poèmes des enfants sur la beauté, donc les enfants se sont obligés de commencer par la beauté c'est, et alors qu'à la vérité, leurs parents auraient pu les aiguiller, leur dire que écrire un poème sur la beauté, ce n'est pas forcément une dissertation philosophique sur la beauté. Et je prenais comme exemple, avec mes amis de la bibliothèque qui sont dans la salle, qu'un homme qui est allongé et qui ne fait rien avec un rayon de soleil qui perce sur lui, c'est-à-dire une éloge de la paresse, ça peut être un poème sur la beauté. Donc, écrire de la poésie, enfin, être poète, c'est vraiment être en action de poète. Donc, c'est poser des questions, c'est titiller, c'est s'interroger, ou pas forcément, c'est simplement écrire aussi des choses qui servent à rien. Quand j'étais dans le métro avant de venir, j'ai écrit de la poésie. Voilà, je me suis amusé sur les désorientations géographiques, en convoquant Borges, en convoquant des vents du Sud. Enfin voilà, je me suis amusé. Donc être poète, c'est être en suractivité. Voilà, c'est pas être en sous-activité ou en passivité, c'est être en suractivité. Voilà, enfin c'est regarder. Peut-être qu'en sortant de la salle, on peut tout à fait écrire un poème sur cet instant. Enfin c'est pas peut-être, c'est de manière affirmative. On peut tout à fait écrire sur ce moment, cette rencontre, ce partage entre nous. Non, juste dernière chose sur l'appellation. Il n'y a pas de bien ou mal à être poète ou à pas être poète, quoi. C'est comme être artiste. Il y a des gens, tu oses te dire artiste, tu oses te dire poète, comme si c'était un titre. Pas un titre, tu n'as pas le choix, tu es comme ça, et puis c'est tout. Il y a les bons, il y a les mauvais, mais c'est pas parce qu'on est poète qu'on est un doux rêveur, ou c'est pas parce qu'on est artiste que ceci, que cela. Moi, je suis plus proche en tant qu'artiste d'un entrepreneur que de quoi que ce soit, parce que, encore une fois, il faut que je me mette en route, et que c'est rare qu'on me dise ce qu'il faut que je fasse. Et puis d'abord, j'aime pas qu'on me dise ce que j'ai à faire. Donc, comme je n'aimais pas qu'on me dise très jeune ce qu'il fallait que je fasse, je me l'imposais à moi-même avant qu'on me le dise. Donc, mon père était quelqu'un d'assez sévère, mais dans la mesure où je lui montrais que j'avais un engagement pour faire ci ou pour faire ça, du moment que je l'avais fait à fond, ça allait. Donc, si je voulais avoir la paix, il fallait que je bosse. Donc, je pouvais être
artiste si je voulais, du moment que je travaillais au moins autant qu'un ouvrier. Donc je dis ça parce que mes copains à New York, où j'ai habité pendant 15 ans, qui étaient souvent dans le monde de ce qu'on fait à New York quand on vient de France, c'est-à-dire le monde de la finance et les grandes entreprises, au départ, comme ça se passe souvent en France, et que les cercles se rencontrent entre eux, finalement, ils étaient dans la banque, ils n'avaient jamais rencontré un artiste et ils étaient un peu inquiets de l'idée d'avoir affaire à un Olybrius. Mais ils se sont assez vite rendus compte que finalement, en termes encore une fois, d'engagement et de relations avec le monde, c'est pas parce qu'on a encore une fois une activité liée à l'expression des sentiments humains qu'on est détaché du réel et des contraintes. Moi, je peux me mettre en route en tournée quand le budget est clairement défini. Sinon, on le fait une fois, mais on ne tient pas 40 ans comme je le fais. Juste pour dire que être artiste, et a fortiori quand on veut en faire sa vie, nourrir sa famille avec ça, c'est un vrai engagement de tous les instants. C'est pas une. Je suis un tennisman amateur. Bon, voilà. Alors, quand je joue au tennis et que je paume un match, ça me fait chier, mais ça n'a aucune conséquence sur ma vie. Par contre, si je rate un album ou que quelque chose que j'ai fait est mal chroniqué, et ben là, c'est grave. Pour moi, c'est sérieux. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, juste pour dire que être artiste ou être poète, parce que c'est la même chose, c'est travailler avec ses émotions, essayer de leur donner une forme, essayer de leur donner, qu'on va partager avec d'autres, sachant qu'on n'invente pas des sentiments. Ça, je me suis rendu compte de ça, c'est qu'on vit tous la même chose. Vous et moi, c'est pareil, en termes de sentiments. Par contre, tout ce que vous allez vouloir taire, moi, je vais m'amuser à le raconter. Et plus vous êtes pudique, plus moi, je vais être impudique. C'est plus rien. C'est ça la particularité et en le racontant, ben, éventuellement, les gens l'entendant dans le secret, dans le mystère, tournant les pages, vont dire « Ah ben tiens, mais moi c'est pareil, ben moi c'est pareil, ben moi c'est pareil. » Ah ben voilà, donc j'ai eu un sens parce que j'ai permis à des choses d'apparaître. Voilà. Mais quand on dit que l'art est une révélation, c'est comme dans le papier photo, vous voyez, l'image elle a déjà été imprimée, on le met dans le bain de révélateur et la photo se met à apparaître. Ben, l'art, c'est un peu ça, c'est comme ça que je considère. Et la poésie, pour moi, l'art et la poésie, c'est pareil. C'est la même chose. Mais je n'accorde pas ni au mot artiste une valeur mystique ou mythique, pas plus qu'au mot poète. Mais bon, c'est comme ça. Et c'est pour ça que je me rends bien compte quand je suis au milieu de gens qui pensent comme moi qu'il y a une espèce de complicité qui s'établit. Hein. Tennisman amateur, mais obsédé, ou passionné, hein, vraiment. Parce Ah bah qu'il a même écrit un très beau livre sur le geste. Amateurs, hein. Voilà, le beau geste au tennis. Non, c'est un vrai amateur de tennis. Le mot poète, c'est un vrai débat. C'est un débat qu'on a eu parce que quand on a imaginé faire le livre avec Charles Elie, avec l'éditeur du Castor Astral, tout de suite, l'éditeur qui n'est pas quelqu'un de frileux, mais qui se dit, bah oui, évidemment, le mot poète, ça ne va pas se vendre. Et il a dit, il faudrait absolument que Charles Elie retire ce sous-titre, 50 poèmes inchantables. Et Charles Elie dit, certainement pas, je conserve mon mot poète, qui n'est pas un statut, qui n'est pas un bâton de maréchal, c'est simplement, c'est ainsi, ça se définit ainsi. Donc on l'a gardé, il n'a pas trop fallu se batailler, mais un peu en disant, si, vraiment Charles Elie tenait. Et puis, cette accolade avec un chantable était assez amusante qui lui permettait d'en parler, d'expliquer un peu son travail. Mais je crois que le drame, vous le savez tous, puisqu'on a commencé par ça, on ne va pas terminer tout de suite, mais c'est une boucle. Le mot poème ou le mot poète fait peur, puisqu'il y a l'expression qu'on connaît tous, ah ben lui c'est un poème, donc tout est dit. Lui, ah ben c'est un poète, sous-entendu on ne peut pas compter sur lui, ni pour rapporter de l'argent à la maison, ni pour planter un clou, ni pour avoir un avis sérieux sur le monde. Donc le mot a été, dans notre société civile, extrêmement
rendu voilà, un peu galvaudé, mais surtout voilà, rendu un peu synonyme de bon à rien, ce qui est très dommage. Mais en même temps, ça vient de l'école, puisque vous êtes tous allés à l'école, ou presque, je vous le souhaite, enfin je ne vous le souhaite pas d'ailleurs. Mais le mot poème ou le cours de poésie, c'est un cours de pinsomme aussi. Voilà, c'est effrayant, on prend un poète mort que l'on charcute de nouveau et à qui on fait dire des trucs que le poète a peut-être pas pensé. Et ça, c'est la vérité. Je le sais pour moi, quand on étudie certains de mes textes, et je l'ai vu faire par des gens de l'école normale supérieure, me prêter des intentions, c'est amusant. Un autre ami qui est décédé l'année dernière, qui s'appelait Claude Seignol, qui est parti à 100 ans, qui est dans toutes les anthologies aujourd'hui sur le fantastique, me disait, sur un colloque de Cerisy, me dit, mais tu te rends compte, Eric, on me prête des intentions à mes personnages, chose que lui avait jamais vue. Mais il n'empêche que des docteurs en littérature vont s'enfermer pendant quelques jours pour parler de choses que Claude Seignol n'avait pas vues dans son œuvre. Donc, on ne refait pas la dissection de l'éducation. Mais le premier dégoût de la poésie, c'est l'école, et c'est en France en tout cas. Parce que, ou peut-être dans certains pays occidentaux, parce que regardez aux États-Unis, on lit de la poésie américaine ou du monde entier dans les bibliothèques publiques. Je ne parle même pas de l'Asie, où effectivement on peut avoir des Japonais qui écrivent des haïkus, qui tracent des haïkus dans le métro, ou qui, pendant midi, vont se retrouver entre collègues à la cafétéria, mais vont écrire de la poésie ensemble. Dans les pays arabes, c'est pareil, ou en Turquie, c'est la même chose, c'est-à-dire que la poésie, qu'elle soit écrite, orale, chantée, tout ça participe de la même cohérence, cohésion, construction, énergie du monde. Et nous, on a appauvri ce mot. Charlie le rappelait, poienne, construire. Nous, c'est simplement le type qui va être peut-être, alors soit à Saint-Germain-des-Prés en train d'écrire sur un bout de table pour essayer de draguer la voisine, soit le type qui est enfermé dans sa chambre et dont les parents s'arrachent les cheveux en disant il va pas faire poète. Voilà. Mais c'est pas du tout ça. C'est vraiment être poète. C'est un peu à la manière dont Goethe le disait, j'ai été un homme, donc un lutteur. C'est ça, c'est être un lutteur, vraiment. Tu voulais prendre la parole. Ou le piano, ou ce que tu veux. Je vais vous relire un peu de Charlélie après. Quoi? Je vais relire un peu de Charlélie après. Et puis 3-4 questions. Je ne sais plus, j'avais une idée qui m'était venue. Mais bon. Attends, les idées, vous savez, c'est pour ça que j'ai des carnets dans les poches. Les idées, c'est comme les papillons. Hein. Ça vous arrive, ça vote. On parle souvent de l'inspiration. Les gens, ils disent, ils parlent de l'inspiration comme si il y avait, il y avait un coup de laser là, qui nous montrait du doigt. Mais je vais vous raconter pour moi, l'inspiration, c'est le frémissement d'une feuille, quoi. C'est-à-dire, c'est rien du tout. Il faut juste avoir rien d'autre à faire à ce moment-là et prendre sur soi tout d'un coup de noter quelque chose qui semble ne pas avoir d'importance, mais qui, parce qu'elle est notée, va se mettre à en prendre, si vous voulez. Mais tout le monde est tout le temps inspiré. Simplement, les gens, ils ont autre chose à faire qu'à prendre des notes sur des carnets. Et moi, j'avais été très touché par l'anecdote que racontait Tom Waits. Oui, qui est Tom Waits, un chanteur américain, une grosse voix. Et il était au volant de sa bagnole. Et il roulait et il devait se rendre à je ne sais plus où en Californie et la route n'en finissait pas et il était tout seul dans sa bagnole et il y a une musique qui lui vient dans la tête et il la fredonne et en même temps qu'il conduit il se dit putain, faut que je la note celle-là parce que elle est bien. Il continue à rouler, sauf il faut qu'il avance, il est en retard et donc en même temps qu'il roule, il essaye de chercher s'il a un magnétophone ou un truc pour noter le truc. Il peut pas s'arrêter. Et ça le hante parce qu'il sait que s'il ne le note pas, ça va partir. Et donc, il devient être très énervé. Et puis, à un moment donné, il gare la bagnole. Il s'adresse vers l'au-delà et il dit « Écoute, trouve quelqu'un d'autre parce que moi, j'ai autre chose à foutre. » Alors, c'est vrai que l'inspiration, ça tient de presque rien et c'est accepter quelquefois de donner de l'importance à des choses qui n'en ont pas. Ça naît de quoi? En fait, je me suis rendu compte que c'est la rencontre entre la sphère publique et la sphère privée, mais ça, c'est encore une autre histoire.
C'est-à-dire, on est là chacun avec ses cohérences, ses logiques, ses systèmes d'analyse. Puis tout d'un coup, quand on change d'endroit, c'est pour ça que quand on voyage, on est tout d'un coup les sens en éveil et réveillé sans cesse, parce que tout d'un coup, nos vérités sont remises en cause par d'autres choses extérieures. Mais de ces sentiments, de ces émotions qu'on vit à ce moment-là, est-ce qu'on fait quelque chose ou est-ce qu'on ne fait rien? Nous, artistes, poètes et gens de l'expression, on a le sentiment, la nécessité d'en faire quelque chose. Alors, pareil, je ne veux pas raconter des choses trop intimes, mais ma femme, qui par exemple n'est pas artiste, vit à peu près les choses comme je le vis, simplement, elle ne s'arrête pas aussi systématiquement pour prendre autant de photos que celles que j'ai le sentiment, moi, de devoir prendre, parce que je me dis, si je ne le prends pas, alors voilà, donc j'interromps les marches qui parlent. Attends, il faut que je note, etc. Et oui, parce que moi j'ai toujours peur que ça se perde, mais c'est pas parce que je le garde non plus que ça prend de l'importance. Et puis voilà. Mais il faut rester à la fois très humble sur ce qu'on fait. Franchement, si je suis revenu de New York avec une certitude, c'est que toute œuvre d'art n'est qu'une proposition. Voilà. Une œuvre d'art, quelle qu'elle soit poétique, qu'elle soit musicale ou visuelle, c'est une proposition. On suggère, on dit voilà, moi c'est ça aujourd'hui à ce moment-là. Et si d'autres personnes se retrouvent dans ça, alors chic-alors, tant mieux. Mais ça n'est qu'une proposition. Il n'y a jamais rien qui est imposé. L'artiste a voulu dire que... Oh, t'en sais rien, puis lui-même, c'est pas sûr qu'il voulait dire ça non plus. Comme disait Eric, on m'a fait dire des choses... moi aussi, on m'a fait dire. C'est pas mal, trucs. On passe pour des savants. Des fois. Mais, et les grands hommes, en général, sont ceux sur qui on a raconté le plus de bobards et qui n'ont pas contredit ces affirmations. Andy Warhol, par exemple, était un crétin fini en tant qu'homme de parole. Il ne savait pas parler. Et il était très maladroit avec le langage, ce qui ne signifie pas d'ailleurs qu'en termes d'artiste, il n'avait pas des choses à dire. Mais en termes d'expression, toutes les interviews que j'ai entendu dire de lui, c'était pas du tout intéressant, parce que c'était pas un intellectuel. Il n'intellectualisait pas, mais par contre, il pouvait tout à fait, comme des grands sportifs, avoir une grande intelligence du geste, ou voire même une intuition de ce qu'il devait faire, sans pour autant pouvoir expliquer ou contredire, encore une fois, toutes les affirmations erronées qui avaient été énoncées à son propos. Et le mythe est né, non pas de la face émergée, mais justement de la face cachée. J'ai l'habitude de dire à propos des poètes d'avant que si on on leur avait imposé de passer dans les émissions de radio et de télé, ils auraient perdu beaucoup de leur charisme. Hein. Imagine Rimbaud interviewé le samedi soir chez Ruquier, qu'est-ce qui reste, hein, et je veux dire, aujourd'hui, c'est un peu ça. Alors, c'est vrai que les poètes du 19e ont construit leur mythe sur le fait que, à cette époque-là, tout d'un coup, il y avait une vraie libération de la parole, une vraie libération de l'écrit, et ces auteurs sont apparus comme des libérateurs de quelque chose, et ils étaient admirés, adorés comme des rock'n'roll stars au 19e, alors qu'aujourd'hui, ils ont perdu de leur impact et il reste presque plus que l'écorce du mot sans qu'il y ait le cerneau à l'intérieur. Donc voilà, ça s'appelle causerie, hein, d'accord. Je vous lis deux petites propositions poétiques. Une de Charlie Couture de 2012 qui s'appelle Panne et qui a été écrite à Washington. Donc, ce qui veut dire que d'une panne, on peut ne pas être en panne. Et puis après, je vous lirai un tout petit morceau de Comment vivre en poète, justement sur le poète, qu'est-ce que c'est ou qu'est-ce que ce n'est pas un poète. Alors, ça s'appelle Panne américaine. Je reviens de Washington, ça va. Wayne Taylor dans l'autoradio.
J'appuie sur le champignon, Magic Mushroom, qui pousse sous l'accélérateur. Fatigue et début de crève, la fièvre fait battre mon cœur, des traits de lumière dans la rétine, j'ai hâte d'arriver. Les arbres, les bois, les buissons, les forêts, le long de l'autoroute. Et les poteaux, les poteaux, les poteaux identiques. Concentré sur la ligne droite de l'autoroute, je cherche ma ligne, dont parle Dévaux, la même ligne droite qui n'en finit pas. Je ne suis pas un fou qui danse sur les routes, je roule quand il faut rouler. L'eau de mes yeux troubles altère mon contrôle. Soudain, craïc, craillac, cronk, crunk. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ce tintamarre? Je parle à la bagnole. Et toi, quoi, tu déconnes? Me lâche pas comme ça, oh, j'ai pas que ça à faire. Je t'ai loué, tu dois rouler. Apparemment, cette caisse ne parle pas mon langage. Changer de vitesse, rétrograder. Il y a un animal dans l'embrayage. Ralentir, encore. Voyant d'huile en couleur, aïe, aïe, aïe. C'est le Delco ou plus d'essence, problème de joint de culasse ou quelque chose d'électronique. Peu importe, même si on s'y connaît, aujourd'hui, on n'y connaît plus rien. Même si on s'y connaît, pardon, aujourd'hui, on n'y connaît plus rien. Damné monde électronique. Ralentir encore et puis stop. Garé sur une aire de parking et maintenant, oh ben rien. Juste la nuit et ses ennuis. Et la peine en panne, en pleine campagne. Je laisse la carcasse de la bête et je marche jusqu'à la borne. Une voix me répond qu'elle m'envoie quelqu'un. Quand? Bientôt, j'attends. Longtemps, des milliers de phares qui passent et finalement les gyrophares du truck de Chuck Mobile, car service, illuminent les arbres de flash orange. Ils sont deux. Sam reste au volant, le moteur qui tourne. Jarvis soulève le capot. Ils ne sont pas venus pour réparer. Big Man, Sam branche un testeur. Il fait la gueule en disant « c'est mort ». Attacher la bagnole, ça prend au max 3 minutes. On le sent qu'ils ont l'habitude des carcasses comme les écarisseurs à l'abattoir. Je monte derrière eux, musique et baseball. Jarvis rigole. De moi, ils s'en foutent. Je serai en retard demain. Ils ont fait demi-tour. On file à Philadelphie. Et en plus, maintenant, la pluie. On laisse la caisse sur le parking des loueurs. Je remplis des papiers. Le mec seul à son desk. Un jour de fête. Tu parles, il fait froid. Il s'en fout de moi. Tout le monde s'en fout. Il ne se lève même pas, me tend d'autres clés sans me demander d'explication. C'est comme ça, la vie. Je te dis qu'il se fout de tout. Il a une vie de merde. Il n'est qu'un rouage dans une mécanique qui marche. Je pénètre l'autre véhicule qui démarre au poil. Et voilà, c'est plus simple qu'un divorce. Il est 4h30 du matin quand je reprends la route. Panaméricaine pour Peter Pan. Je hais les pannes. Voilà. C'est très Chronicle Motel, c'est vrai, complètement. Tiens, et puis on finit là-dessus. Alors, celui-là, tu veux? Là, le petit morceau qu'on a lu sur le poète, c'est ce que lira ton frère lundi à la... Okay. Qu'est-ce qu'un poète? Le poète vit à Paris, qui est une ville de poètes, mais pas seulement. Il peut aussi vivre en province, puisqu'il est possible de vivre en poète partout. Le poète ne fait presque rien. Il fait uniquement attention à ses mots. Le poète marche le matin dans les villes ou les villages. Le poète est un souci pour son entourage, l'entourage qui l'assiste ou le protège, ou qui ne le comprend pas, ou s'en méfie. Souvent, le poète refuse les contraintes. Quelquefois, il s'en accommode. Le poète... Le poète peut aussi exercer un métier qui ne compte pas. Ou jouer aux échecs, ou ramasser des champignons, ou faire de la bicyclette et apprendre le nom des vents, ou bavarder avec d'autres poètes, ou somnoler. On peut être écrivain à temps partiel et poète à plein temps, mais même celui qui n'écrit pas, parce qu'il n'y a pas que les bavardages dans la vie. La poésie sans parole, ça compte aussi. Choisir avec soin les mots à ne pas dire. Auriez-vous des questions à poser ?
aussi, pourquoi pas. Oui, bonjour. Vous avez évoqué vos différents domaines artistiques. Et qu'en est-il du domaine des images animées, du cinéma? Au départ, je suis entré aux Beaux-Arts pour devenir metteur en scène de cinéma, parce que j'aurais rêvé de devenir metteur en scène de cinéma, puisque ça m'aurait permis de relier à la fois le monde de l'image, des sons et de la littérature. Et c'est pour ça que je suis entré aux Beaux-Arts. J'avais aimé beaucoup les dessins de Eisenstein qui faisait en quelques traits de crayon, notamment ceux pour Andrei Roubliov. Enfin, et je m'étais dit que si on sait dessiner, on peut, le monde s'ouvre à nous. Souvent, mon père, pour nous expliquer des trucs, il faisait le dessin et tout d'un coup, vous savez, on dit une image vaut 1000 mots. Et donc, après avoir fait des études artistiques au lycée, seconde, première et terminale, interrompue au bout de quelques semaines, puisque je suis parti faire la route, j'ai fait ensuite 5 ans aux Beaux-Arts. Et là, j'ai découvert d'autres techniques encore, la gravure. J'ai commencé à tourner des films et la sérigraphie, enfin l'imprimerie, enfin j'ai fait pas mal de trucs et toutes ces choses-là me donnaient envie d'inventer d'autres choses et encore. Et du coup, quand j'ai passé ma thèse de fin d'études, le thème était la polymorphie de l'esprit, qui tendait à dire qu'il y avait une différence entre acquérir une technique pour faire quelque chose et avoir quelque chose à exprimer. J'ai donc présenté une sorte de panel des choses que j'avais créées, qui était comme une exposition de groupe, mais émanant de la même et seule origine. C'est comme si c'était les choses les plus diverses possibles, dans l'idée que quand on vous dit « trouve ta personnalité », ce qui est l'obsession des jeunes adolescents, on en parle toujours comme s'il s'agissait de quelqu'un à trouver qui est planqué au fond du couloir, alors qu'en fait, la personnalité, c'est une accumulation de différents états d'être. La personnalité, c'est un ensemble, c'est un arc-en-ciel de comportements. Et donc, je m'étais efforcé de répertorier ou de trouver les différents personnages qui composent ma schizophrénie, entre guillemets. Et donc, parmi ces choses-là, il y avait un disque, et ce disque a fait que les gens ont commencé à entendre parler de moi à travers ce qui était la chanson. Et du coup, mon rêve de cinéma et d'image animée est devenu quelque chose que j'ai toujours repoussé. Alors j'ai écrit pour le cinéma, j'ai fait 21 musiques de films, dont Ciao Pantin, c'est la plus connue, mais j'en ai fait un paquet d'autres. J'en ai fait aussi pour notamment deux films animaliers de Vincent Munier récemment. J'ai fait les interprétations des textes de Randy Newman justement pour Toy Story. J'ai fait enfin plein de trucs. Et finalement, le cinéma, quand j'ai voulu y revenir, les gens de cinéma m'ont accueilli en France comme étant un chanteur qui veut faire du cinéma. Du coup, ça posait un petit peu les questions autrement, quoi. Alors, ou bien il fallait que j'abandonne pendant presque 10 ans la chanson pour me refaire une jeunesse et une crédibilité, ou bien je m'y mettais comme je pouvais, c'est-à-dire par le biais de la musique. Alors aujourd'hui, les choses sont un peu différentes parce que finalement, je retrouve le cinéma par la bande, si je puis dire, puisque ma fille aînée, Shahan, est réalisatrice, et que ma seconde fille, Yamé, est actrice et comédienne. Alors, je suis aux anges. Hein. J'ai écrit plusieurs scénarios avec Shahan, donc l'aînée, qui peut-être elle arrivera à monter, chose que je ne suis pas arrivé à faire. Mais je n'en ai pas tiré d'amertume du tout, dans la mesure où finalement, un jour, je me suis dit, bon ben,
si je ne peux pas le tourner, ce film, je vais faire de ma vie un film, et je suis l'acteur d'un film très extrêmement excitant, dans lequel il y a de la passion, il y a du sexe, il y a aussi de la drogue, de la violence, il y a de la ruine, des suspens, enfin tout ça au quotidien, et je le prends comme tel, quoi, si vous voulez. Donc, mais c'est vrai que je n'ai pas réalisé les 12 ou 15 films que j'aurais pu réaliser si j'en avais eu la possibilité, parce que c'était chaque fois que j'ai été mêlé à ça, j'ai pris beaucoup de plaisir. Mais en même temps, je vous avoue, j'ai deux vies. Une vie solitaire liée à la création, tout ce qui est de la préparation avant l'émergence des projets. Donc ça, c'est un travail tout seul. Et puis, quand je me retrouve au sein de mes équipes, comme ce qui démarre demain, avec les 12-15 personnes avec lesquelles je travaille, ben, j'ai aussi l'expérience du sport collectif avec la responsabilité partagée, quoi, si vous voulez. Donc, ce que j'aurais vécu avec le cinéma. Bonjour, merci pour ces échanges. J'ai entendu deux mots qui m'ont parlé, c'est d'une part l'énergie et puis la proposition. Et finalement, ça m'a évoqué un troisième mot qui est universel. Est-ce que finalement, le fait qu'on soit dans le domaine de l'art, dans l'énergie, dans la proposition, ça peut expliquer qu'on s'adresse à tous les âges, à toutes les cultures? Je peux. On ne s'adresse pas exactement à tous les âges et à toutes les culture, malgré soi. Bien sûr, on a cette ambition adolescent d'être le plus influent possible. À un moment donné, on a bien compris que l'unanimité n'existait pas et que ces sentiments, ce que j'ai évoqué tout à l'heure, qui, eux, sont transgénérationnels et universels, je suis certain que les hommes préhistoriques à la Renaissance ou chez les Grecs au XVIIIe siècle, les sentiments étaient les mêmes. Les gens étaient amoureux de la même manière, gourmands, passionnés, trouillards, va-t-en-guerre, généreux, enfin, tous les sentiments qu'on a nous en nous, quoi. Simplement, on ne les exprimait pas de la même manière. Et les sentiments, si eux sont universels, la manière de les raconter évolue en fonction des époques. Quand mes filles, je vous en parlais tout à l'heure, sont amoureuses ou inquiètes ou craignent pour leur devenir, je les vois vivre les mêmes angoisses ou les mêmes joies que celles que j'ai vécues. Par contre, les choses qui sont les déclencheurs de ces émotions, ce qu'elles attendent de l'être qui les accompagnera, etc., c'est pas forcément les mêmes choses auxquelles je suis sensible. Donc, c'est pareil en sens inverse. Quand moi, je m'aperçois que les références de musique qui me font vibrer sont certainement en relation avec ce que j'ai vécu quand j'avais entre, on va dire, 5 ans et 25 ans. Il m'a été donné la semaine dernière de faire une émission sur France Musique dans laquelle ils ont joué Sarah de Serge Reggiani. Et à l'instant où j'ai entendu la chanson, vous savez, la femme qui est dans mon lit, n'a plus maintenant depuis longtemps, une chanson grave, sérieuse, etc., mais qui, moi, m'a tiré des larmes parce que je me revoyais enfant à 7 ans, 8 ans, entendant ça. Et la chanson elle-même, elle avait autant de sens pour ce qu'elle me rappelait, la fameuse Madeleine de Proust, machin, que parce qu'elle était une chanson forte et importante. Donc, ce que je veux dire, c'est que on ne peut pas s'adresser vraiment à tout le monde tout le temps. C'est ce que je veux dire. Mais, effectivement, dans l'argument plus on descend à l'intérieur de sa vérité, en ayant
fait l'effort de mettre de côté toutes les scories ou les évidences des lieux communs, eh ben, effectivement, dans le fond, les gens sont semblables, mais dans la forme, pas du tout. C'est le principe des modes, quoi. Hein, c'est ça qui est amusant aussi. Hein, le fait qu'on doit s'habiller tout le temps avec des manteaux, mais d'une époque sur l'autre, ça ne va pas être le même design. Donc, voilà. L'universalité. Alors, si je prenais un point de vue plus religieux, puisque l'universalité, c'est en fait le fait. Là, on va entrer dans un autre genre de débat qui est plus spirituel. Est-ce qu'on se suffit à soi-même ou est-ce qu'on fait partie d'un tout? Est-ce qu'on doit entendre le mot Dieu s'est fait homme au singulier ou au pluriel? Moi, je crois qu'il s'est fait homme au pluriel. C'est-à-dire, nous ne sommes qu'une microparticule et non pas à l'inverse, l'immensité est venue m'incarner, moi, dans ma plus grande majesté. Donc, voilà. Et ce qui nous relie, moi, c'est ma foi, c'est la beauté, l'art, ou toutes les choses qui religo, religaré, qui nous relient. Voilà, c'est comme ça que je le vois. Voilà, un petit morceau. Alors, qu'est-ce que je vous fais? Les autres voulaient faire la fête. Toi, ce pot de départ, t'as pris la tête. De verre en verre, noyer son cafard. C'était une mauvaise idée, l'open bar. T'en avais marre de te faire brasser. Toi qui faisais partie des seniors, avant qu'on te jette par-dessus bord, t'as choisi de t'en aller. Le vin, c'est une coupe avec le sable, petite brise légère. Pourtant quelque chose d'improbable électrise l'atmosphère. Discours bidon, fausse promesse, un baratin d'école de commerce. Tu voyais venir la direction et ses nouvelles méthodes de navigation. Le regard dans le vague sur le pont, tu tirais sur un joint. As-tu plongé ou t'a-t-on poussé dans le grand bleu avec les dauphins? En apnée, oui, t'as joui profond, t'as perdu pied, c'est certain. Bien sûr que tout a une fin. Peut-être que t'as été un peu trop loin. Un lamentin, un mammifère marin s'est échoué dans l'écume ce matin. Les autres voulaient faire la fête. Toi, ce pot de départ, t'as pris la tête. Mais plutôt que de te faire trimballer, t'as choisi de t'en aller. Merci beaucoup.
Il y a des gens qui bossent, non? Pour ceux qui en veulent d'autres, j'en chanterai un paquet d'autres le 12, le 12 avril au Trianon. Je crois qu'il reste encore quelques places. Mais là, ce sera avec tout le groupe. Allez, je vous en donne une autre. Et puis j'y vais. Ok, laquelle je vous fais? Celle que j'ai pas pu faire l'autre fois. Tiens. Derrière le parking qui est désert la nuit, à côté de la voie ferrée, dans une impasse étroite, il y a un petit bar au papier peint jaunâtre. Le vin pique la gorge et le pain des sandwichs est plus mou qu'une éponge, bien plus mou qu'une éponge. C'est pas un bel endroit, mais ça suffit pour boire un canon de canon avant d'aller se coucher. Un canon de canon avant d'aller se coucher. Un canon, Tous les vendredis soirs, à peu près vers 7h, on l'entend arriver déjà depuis le parking. Il fait voler la porte, puis il entre en hurlant « Salut la compagnie, salut la compagnie !» Avec les yeux gonflés sur sa gueule de clochard, cicatrice au menton, mouchoir comme un foulard, il s'appuie au comptoir, puis commence à boire en racontant une histoire, son histoire. Celle du loup dans la bergerie, celle du missionnaire accroupi dans sous les papas poudre. Il dit qu'il a fait toute la terre, il dit qu'il a fait tous les pays, il dit qu'il a été légionnaire, alors on l'appelle comme ça, on dit tiens, la légionnaire, c'est lui légionnaire. Il dit pas l'Indochine, il dit qu'il a fait l'Indo, puis aussi l'Algérie. Il raconte que sa vie, et puis toujours la même histoire, son histoire, celle du loup dans la bergerie, celle du missionnaire accroupi dans son lit. Quand il est sous, encore un peu plus sous, il se gourre, il mélange tout. Dans sa voix éraillée, il se met à brailler en faisant le tour des tables. Il veut vendre des poèmes qu'il a écrits lui-même sur des feuilles de papier mal renéotypées. Et ça raconte encore toujours la même histoire, son histoire, celle du loup de la 3e dynastie qui mange un missionnaire accroupi tout gris au fond de la grande bergerie. On n'y comprend que dalle, mais ça fait rigoler tous les buveurs fatigués en sortant du boulot. Et même si on se fout de lui, on lui paye une tournée pour qu'il raconte encore et encore l'histoire du loup dans la bergerie, l'histoire du missionnaire ébloui. Hot saga, hot saga, hot saga man. Hot saga, hot saga, hot saga man. Merci beaucoup à tous les deux de nous avoir offert tout ça.
Je vous invite à retrouver les livres dans la salle en bas où sont exposés les panneaux, si vous voulez avoir une dédicace. Voilà.